Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Notre Chatburn d'aujourd'hui a été publié aux États-Unis en 1912. Il est troublant de similitude avec l'actualité d'aujourd'hui. Il s'intitule « La peste écarlate ». C'est un récit d'anticipation post-apocalyptique, futuriste, écrit par Jack London. L'extrait que nous allons écouter maintenant nous est lu par Damien Malinas, sociologue de la culture. C'est ainsi que la nouvelle arriva à San Francisco qu'un mal inconnu s'était déclaré à New York. Dans cette ville, la plus magnifique de toute l'Amérique, vivaient 17 millions de personnes. Tout d'abord, on ne s'alarma pas outre mesure. Il n'y avait eu que quelques morts. Les décès, cependant, avaient été très prompts, paraît-il. Un des premiers signes de cette maladie était que la figure et tout le corps de celui qui en était atteint devenaient rouges. Au cours des 24 heures qui suivirent, on apprit qu'un cas s'était déclaré à Chicago, une autre grande ville. Et le même jour, la nouvelle fut publiée que Londres, la plus grande ville du monde après New York et Chicago, luttait secrètement contre ce mal depuis 2 semaines déjà. Les nouvelles en avaient été censurées. Je veux dire que l'on avait empêché qu'elles se répandissent dans le reste du monde. Cela semblait grave, évidemment, mais nous autres en Californie, et il en était partout de même, nous n'en fûmes pas affolés. Il n'y avait personne qui ne fût assuré que les bactériologistes trouveraient le moyen d'annihiler ce nouveau germe, tout comme ils l'avaient fait dans le passé pour d'autres germes. Ce qui était pourtant inquiétant, c'était la prodigieuse rapidité avec laquelle ce germe détruisait les humains, et aussi que quiconque était atteint mourait infailliblement. Pas une guérison. On avait déjà connu la fièvre jaune, une vieille maladie qui, elle non plus, n'était pas tendre. Le soir, vous étiez attablé avec une personne en bonne santé. Le lendemain, si vous étiez assez tôt levé, vous pouviez voir passer sous vos fenêtres le corbillard qui emportait votre convive de la veille. La peste nouvelle était plus expéditive encore. Elle tuait beaucoup plus vite. Souvent, 1 heure ne s'écoulait pas entre les premiers signes de la maladie et la mort. Parfois, on traînait plusieurs heures, mais parfois aussi 10 ou 15 minutes après les premiers symptômes, tout était terminé. Le cœur, tout d'abord, accélérait ses battements et la température du corps s'élevait. Puis une éruption d'un rouge violent s'étendait, des convulsions accompagnaient d'ordinaire cette première phase de la maladie. Mais elles ne semblaient pas graves et après leur passage, celui qui les avait surmontées redevenait soudain très calme. C'était maintenant une sorte d'engourdissement qui l'envahissait. Il montait du pied, du talon, puis gagnait les jambes, les genoux, les cuisses et le ventre, et montait toujours. Et au moment même où il atteignait le cœur, c'était la mort. Aucun malaise ni délire n'accompagnait cet engourdissement progressif. L'esprit restait clair et net jusqu'à l'instant où le cœur se paralysait et cessait de battre. Et ce qui était non moins surprenant, c'était, après la mort, la rapidité de décomposition de la victime. Tandis que vous la regardiez, sa chair semblait se désagréger, se dissoudre en bouillie. Ce fut une des raisons de la rapidité de la contagion. Les milliards de germes du cadavre se retrouvaient en liberté instantanément. Dans ces conditions, toute lutte de la science était vaine. Les bactériologistes périssaient dans leur laboratoire à l'instant même où ils commençaient l'étude de la peste écarlate. Ces savants étaient des héros. Dès qu'ils tombaient, d'autres se levaient pour prendre leur place. Un savant anglais réussit, à Londres, le premier à isoler le germe. La nouvelle en fut télégraphiée partout, et chacun se mit à espérer. Mais Trask, c'était le nom de ce savant, mourut dans les 30 heures qui suivirent. Le fameux germe était trouvé cependant, et tous les laboratoires luttèrent d'ardeur afin de découvrir le germe contraire qui tuerait celui de la peste écarlate. Tant d'efforts échouèrent. Bec de Lièvre ici interrompit. Les hommes de votre temps étaient fous, grand-père. Ces germes étaient invisibles, avez-vous dit? Et ils prétendaient les combattre avec d'autres germes invisibles aussi?
C'est bien pour cela qu'ils sont morts. Lutter contre ce qu'on ne sait pas à l'aide de ce qu'on ignore, en voilà des sornettes. L'ancêtre, aussitôt, rouvrit la fontaine de ses pleurs. Edwin se hâta de le consoler et de m'originer bec de lièvre. « Écoute-moi un peu, dit-il à celui-ci. Tu crois bien à un tas de choses que tu ne peux voir. Et comme bec de lièvre secouait la tête, parfaitement poursuivit-il. Tu crois aux morts qui marchent, et tu n'en as jamais vu se promener.